Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Classe Éco. 1,2 milliard de capsules vendues cette année, Nespresso est devenu un succès planétaire. Quels sont les secrets de cette entreprise basée à Orbe dans le canton de Vaud? Enquête. Elle s'appelle Winnetou, c'est une société basée à Vevey et ses employés passent leur temps à jouer. Ils participent ainsi à des centaines de concours pour des clients qui espèrent gagner voiture ou voyage, reportage. Toutsia est étudiante à Genève, elle a 21 ans et elle a décidé de se lancer dans la création de vêtements. Nous avons suivi les préparatifs de son premier défilé de mode. Et puis il y a 3 semaines, le directeur de l'Office fédéral de l'environnement créait un certain émoi. Philippe Roch, écologiste de la première heure, organisait un colloque avec le WEF, le World Economic Forum, le symbole de la mondialisation, thème du jour, globalisation et développement durable. Alors si l'écologie se tourne aujourd'hui vers l'économie, c'est aussi qu'il est de plus en plus difficile de trouver de l'argent public pour financer les combats écologiques. Des menaces de restrictions budgétaires pèsent d'ailleurs toujours sur l'Office fédéral de l'environnement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à payer une taxe supplémentaire pour protéger l'environnement? Pour voter, vous écrivez vote oui ou vote non. Vous envoyez votre SMS au numéro 939. Nous réagirons à ce mini-sondage avec Philippe Roch. Philippe Roch, qui est l'invité de Classe Éco. Dans 3 jours, Nespresso inaugurera à Genève sa première boutique en Suisse romande. Une boutique hyper luxueuse, comme celle qui existe déjà à Paris, Bâle, Berne ou Zurich. Jusque-là, Nespresso ne livrait ses capsules que par correspondance, mais l'entreprise vaudoise a décidé de changer de stratégie. Il faut dire que sa croissance est impressionnante. Cette année, le chiffre d'affaires atteindra 440 millions de francs suisses, avec 40 capsules vendues chaque seconde sur toute la planète, des capsules toutes fabriquées au siège mondial à Orbe. Un reportage de Cécile During et Charles-Henri Boichat. « 1,2 milliard de capsules de café. C'est l'objectif de production de Nespresso pour 2003. Un chiffre qui donne le vertige et qui pourtant est bien à la mesure du succès de cette filiale de Nestlé. 30% de croissance annuelle et plus de 900 000 membres dans le monde entier. Alors, pour faire face à cette demande croissante, Nespresso a investi 100 millions de francs dans cette nouvelle usine à Orbe, dans le canton de Vaud. Grâce à cet outil high-tech, la production est multipliée par 4. Les machines tournent 24 heures sur 24 pour fournir la Suisse et 30 autres pays dans le monde. Les moyens mis en œuvre sont à l'image du produit. Un café haut de gamme qui se décline en 11 variétés. Tout commence ici. Chaque semaine, 10 wagons de café vert, la matière première, arrivent à Orbe. Dans ces sacs du café kényan, mais il en vient aussi du Brésil, de Colombie, du Costa Rica. En tout, il y a 9 pays producteurs. La sélection est rigoureuse, la qualité du café doit être irréprochable. À tel point qu'avant d'être moulu ou torréfié, le café est encore une fois inspecté. Il s'agit de séparer le bon grain de l'ivraie. Un échantillon de 100 grammes suffit à déterminer si la qualité est acceptable. Ce souci de perfection va encore plus loin. 2 fois par jour, des dégustations sont organisées. Qu'ils travaillent dans l'administration ou sur les machines, les employés doivent venir goûter la production de café du jour. Cela fait partie de leur cahier des charges. Ils ont été formés par l'entreprise. Il y a une personne qui a mis Justine, elle a trouvé que la tasse était moins acide. Savoir reconnaître un bon café d'un mauvais, une habile façon de motiver tous les collaborateurs Nespresso à fabriquer le meilleur produit possible. Nous faisons souvent la comparaison entre un vin de table et un grand cru. Et évidemment, nous nous positionnons plutôt comme un grand cru dans le domaine du café plutôt qu'un vin de table. Un grand cru qui a son prix. Une capsule de 5 grammes est vendue 40 centimes, ce qui signifie qu'un kilo de café revient à 80 francs. C'est 5 fois plus cher qu'un café traditionnel. De quoi réaliser des marges confortables. Pour des raisons de concurrence, nous ne parlons pas de nos marges. En fait, la vraie force de Nespresso, c'est d'avoir su inventer un nouveau système où capsules de café et machines sont indissociables. Pour profiter de l'un, il faut acheter l'autre et vice-versa. Mais les machines, ce n'est pas elle qui les fabrique. Elle a confié cela à un spécialiste en Suisse alémanique. C'est de cette usine d'Amrisville que sortent toutes les machines Nespresso, vendues ensuite sous différentes marques. En Suisse, ce sont Koenig, Turmix et Jura qui ont obtenu des licences de vente. Selon les modèles, les prix des machines varient entre 299 et 1000 francs. Mais pas un centime ne revient à Nespresso. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de vendre du café et pour cela, elle a inventé le Club Nespresso.
Nespresso Club, Monica Moraes, bonjour. Nespresso Club, Marie Littrich, bonjour. Come hai conosciuto Nespresso? Je vous en prie, madame. Le principe est simple, une vingtaine de téléopérateurs répondent à toutes les demandes des clients. Commande de café, mais aussi prise en charge des machines en cas de panne. Un service à la clientèle ouvert 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un petit peu le cordon ombilical entre la marque et nos consommateurs. Le club Nespresso, c'est aussi une formidable machine à ficher. Dans la banque de données, les coordonnées complètes de chaque client, la date d'achat de la cafetière, le modèle de machine et même la quantité de café consommé. Quale momento della giornata preferisce bere il caffè? La mattina, a mezzogiorno? Au revoir, très bon après-midi. C'est ce qui s'appelle du marketing de proximité. Il faut que le client se sente compris et entendu, qu'il ait le sentiment de faire partie d'un club de privilégiés. Et ça marche. La Suisse représente toujours le chiffre d'affaires le plus important pour l'entreprise, soit environ 130 millions de francs. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. La concurrence existe, Lavazza restant le numéro 1 dans le domaine. Alors pour gagner en visibilité, Nespresso a opté pour les boutiques. Après Berne, Bâle et Zurich, voici celle de Genève. La boutique a une fonction de diffusion des valeurs essentielles de la marque, qui sont le perfectionnisme, l'esthétisme. Non, c'est ça, je tape pas. Pas de doute, tout ici est fait pour séduire le client. C'est le violet. Oui. Le cadre est bien, le personnel est sympathique. Donc c'est parfait, quoi. Et rien n'est trop beau pour Nespresso. À l'étage, il y a même un espace baptisé Carpe Diem pour déguster son café gratuitement. Forcément. Au niveau des cafetières, que des différentes gammes de café, ça peut être un produit qui est très attrayant déjà. Donc, peut-être future cliente, oui. Pourquoi pas? Le but avec cette boutique, c'est aussi de se rapprocher de la clientèle, d'être moins virtuel. Ça m'intéressait de pouvoir acheter directement et ne pas acheter par poste ou par Internet. Comme ça, on voit et on peut parler un petit peu. Donc, c'était mon intérêt. Nespresso a dépensé près d'1 million de francs pour ouvrir cette boutique. Alors, pour rentabiliser cet investissement, il faudra vendre beaucoup de capsules de café. Pour la seule boutique de Genève, nous estimons pouvoir vendre plusieurs millions de capsules la première année déjà. Ambition démesurée, pas si sûr. Aujourd'hui, à peine un ménage sur 10 est équipé en Nespresso en Suisse. Le taux de saturation est donc loin d'être atteint. Alors, est-ce que vous seriez prêt à payer une taxe supplémentaire pour protéger l'environnement? Vous pouvez continuer à voter. Vous écrivez vote oui ou vote non. Vous envoyez votre SMS au numéro 939. L'Office fédéral de l'environnement a fait beaucoup parler de lui cet automne. Il y a eu l'autorisation de cultiver des OGM en plein champ à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et il y a eu ce colloque organisé avec le WEF. Alors avant de retrouver Philippe Roch, présentation de l'Office fédéral de l'environnement avec Françoise Chuard. Garantir la protection de l'homme et de son environnement naturel, c'est la mission de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Cette mission lui est confiée par la Constitution fédérale. Pour faire son travail, l'Office a à sa disposition 7 lois qui lui permettent d'intervenir dans plusieurs domaines. Protection du climat, de l'air et des eaux, conservation de la diversité des espèces, des forêts et du paysage, protection contre les dangers naturels, réduction des nuisances sonores. 270 personnes y travaillent, un effectif qui n'a pratiquement pas varié depuis la création de l'Office en 1989. Le budget est de 600 millions de francs, dont 60% sont des subventions redistribuées au canton. 26% pour la forêt, 26% pour la protection des eaux et 8% pour la nature et le paysage. L'Office fédéral de l'environnement fonctionne comme une gare de triage, car en plus, 20% de son budget est fourni par la nouvelle taxe d'incitation écologique, une masse qui ne fait que transiter. Elle va aux assurances maladie qui la ristournent aux assurés. Restent les salaires, 5%, les études et l'exécution des lois, 8%. Et finalement, comme la protection de l'environnement dépasse les frontières, 7% du budget, soit 40 millions, soutient des projets internationaux. Alors Philippe Roch, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Pourquoi avoir organisé ce colloque avec le WEF le 31 octobre dernier? C'est un objectif ancien. Nous avons toujours une collaboration intensive avec l'économie en général. Et le WEF, c'est une plateforme qui a réussi à mettre ensemble des responsables politiques, des responsables économiques.
Et la globalisation, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui se produit tous les jours et qui n'a jusqu'à présent pas intégré suffisamment les questions de l'environnement et les questions sociales. Mais quels résultats concrets vous pouvez attendre d'une telle réunion? Alors, de la réunion elle-même, pas beaucoup. C'était un dialogue, c'était un début de travail ensemble qui va se prolonger. Nous aurons d'autres réunions. Je vais d'ailleurs demain de nouveau au WEF à Genève. Et le but de cela, c'est d'arriver à introduire dans la réflexion des responsables économiques une réflexion environnementale qui, pour nous, est fondamentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'économie si l'environnement est détruit. Cela dit, une entreprise, son but, c'est peut-être, si elle s'occupe d'écologie, c'est peut-être aussi pour son image. Vous, à l'Office fédéral, vous devez faire appliquer des lois. Est-ce que ça, c'est compatible? Alors, c'est très compatible en ce sens que, d'une part, notre rôle, avec bien sûr les décisions politiques, c'est d'avoir un cadre écologique, d'avoir des normes, d'avoir des lois et des obligations. Mais la loi elle-même nous dit, essayez d'abord, lorsque vous constatez un problème d'environnement, essayez d'abord de le résoudre avec l'économie, de voir si l'économie ne peut pas le résoudre elle-même. Et si elle n'y arrive pas, ensuite, on vient avec une mesure, je dirais, de police. C'est exactement la logique de cette loi sur le CO2 qui est censée contribuer à combattre les changements climatiques. Et là, l'économie a proposé une solution pour éviter cette taxe, justement? Alors, elle a toute une phase maintenant jusqu'à ce qu'on introduise la taxe, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine ou l'année suivante, selon ce que décidera le Conseil fédéral, pour prouver qu'elle arrivera par elle-même à atteindre les objectifs de réduction de ses émissions de CO2. Et si elle n'y arrive pas avant l'introduction de la taxe, elle pourra encore après échapper à la taxe ou se faire rembourser la taxe si elle arrive à atteindre des objectifs. Donc il y a toute une part de volontarisme, si vous voulez, avec un intérêt évident de ne pas être taxé sur les émissions de CO2. Et si cela ne fonctionne pas, il y a la menace de la taxe. Et c'est cette construction qui oblige finalement à la collaboration entre l'administration et l'économie. Mais l'Union pétrolière, par exemple, a proposé de taxer 1 centime chaque litre d'essence pour éviter cette taxe. Mais certains milieux écologiques disent c'est du pipeau. De toute façon, cette taxe ne va pas revenir en Suisse. Et c'est qu'une façon d'éviter la taxe sur le CO2. Alors, c'est une façon d'éviter la taxe, c'est la logique de la loi, et c'est l'idée qu'a trouvée, je trouve d'ailleurs assez subtile, de l'Union pétrolière, pour essayer, dans cette phase volontaire, d'atteindre l'objectif de réduction en évitant la taxe. Alors, comment va se construire? Rien n'est fixé, parce que finalement, les décisions vont se prendre dans les semaines qui viennent, mais le principe est là. L'Union pétrolière prévoit de prélever 1 centime, ça peut être 1,5, on verra combien, entre 70 et 100 millions de francs par année. 80% de cette somme seront investis en Suisse pour des mesures de réduction des émissions de gaz carbonique. Et ça, vous pouvez le contrôler? Alors, nous voulons le contrôler. C'est l'objet des négociations que nous menons actuellement, parce que bien qu'il s'agisse d'une mesure volontaire, eux-mêmes souhaitent qu'il y ait un contrôle de l'État pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Et 20% de l'argent sera investi à l'étranger pour acheter, au fond, des crédits d'émissions CO2 selon la logique même du protocole de Kyoto. Mais à trop collaborer avec l'économie, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre âme? On pense à l'autorisation des OGM en plein champ, à l'EPFZ. Est-ce que là, l'économie n'a pas gagné sur l'écologie? Mon âme est solide, hein. Je ne me fais pas de soucis à ce sujet. Les OGM, c'était très clair. La loi a été modifiée par le Parlement. Elle demande que l'on favorise, que l'on laisse la recherche s'effectuer. Il s'agit d'une autorisation de recherche et pas d'utilisation dans l'agriculture. Et elle a mis des critères extrêmement sévères pour de tels projets de recherche. Nous avons contrôlé les critères de sécurité, nous avons imposé beaucoup de mesures de sécurité, et étant donné l'ampleur de l'essai en question, sur quelques mètres carrés, la loi nous a clairement montré, contrairement au cas précédent où la loi était beaucoup moins claire, que dans ce cas-là, tout à fait particulier et précis, nous devions donner cette autorisation. Cela dit, certains disent que c'est un gage donné à la droite pour que vous n'ayez pas trop de coupes budgétaires dans votre office. Je ne fais pas ce genre de manipulation. Je crois que la crédibilité de mon office tient à long terme. Les coupes budgétaires, c'est un élément conjoncturel. Il fallait contribuer d'une part aux économies générales de la Confédération. D'autre part, il y a eu effectivement des ruades de compte mon office qui sont, je dois le dire, beaucoup dues à des petites expériences parfois qui ne sont pas l'essence même de mon office. Qu'est-ce que vous avez fait pour revenir en arrière? Parce que finalement, aujourd'hui, il y aura peu de coupes budgétaires dans votre office. Comment vous avez convaincu les parlementaires qu'il fallait garder votre argent? Nous serons quand même coupés davantage que la moyenne de la Confédération, mais je crois qu'effectivement, dans le domaine des forêts, on nous a rendu un peu d'argent. Et puis, la coupe principale, celle qui nous fera le plus mal, c'est sur le personnel. Ça concerne à peu près, pas tout à fait, mais 10% de notre personnel. Et ça, c'est très important, c'est très difficile à mettre en œuvre. Vous avez déclaré que si Blocher arrivait à la tête de vos départements, vous partiriez. Vous maintenez cette déclaration? Moi, je n'ai jamais dit ça. Non, non. Alors, il paraît que des fonctionnaires auraient dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je m'accommoderais très bien. Vous pourriez travailler avec Blocher? Oui, tout à fait. Moi, je n'ai aucun problème avec les personnalités qui sont au Conseil fédéral.
Philippe Roch, dernière question à Classe Éco, votre salaire? Mon salaire est de 250 000 francs par année. Philippe Roch, merci. On vous retrouve à la fin de notre émission pour agir à notre mini-sondage SMS. Seriez-vous prêt à payer une taxe supplémentaire pour protéger l'environnement? Vous pouvez continuer à voter, votre oui ou votre non. Vous envoyez votre SMS au numéro 939. La crainte de l'étranger est aussi présente dans l'économie. Mais cette fois, c'est plutôt les Français qui viennent manger le pain des Suisses. C'est notre clin d'œil. Elle est arrivée en 99 à Verbier et elle a créé la terreur dans les foyers valaisans. On a prouvé suffisamment de choses, je veux dire. Je dis on, j'entends le Valais, tout ce qui est construit, l'essentiel de ces montées mécaniques qui sont déjà performantes avec des gros débits. On n'a pas attendu la Compagnie des Alpes pour être performant, s'il vous plaît. La Compagnie des Alpes, leader mondial des sports d'hiver avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs suisses. En janvier 2000, elle détient tout d'un coup plus de 20% des remontées mécaniques de Verbier, fleuron du tourisme helvétique. Pas question alors pour certains de se laisser manger par l'ogre français. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que les remontées mécaniques ont une valeur patrimoniale énorme. Et tout d'un coup, tout ça va passer en main étrangère. Non, on va se battre pour que ça ne soit pas le cas en tout cas. 3 ans après, pourtant, à Tel et Verbier, tous les voyants sont au vert. Cette année, le chiffre d'affaires frôle les 50 millions avec un bénéfice de 13 millions, largement en hausse. Entre-temps, la Compagnie des Alpes a acheté Aquapark au Bouvray et elle détient 38% des remontées mécaniques de Sasfé. Bref, toutes les craintes auraient dû s'apaiser. Et pourtant, l'ombre de celle qu'on appelle la CDA continue à planer sur Verbier. L'État français, qui est majoritaire dans la CDA, souhaite en vendre une partie. Et à Verbier, on craint cette fois que la CDA quitte la station. C'est Éric Ballet, nouveau directeur de Télé Verbier, qui le dit dans le temps. Waouh! Ce serait dommage que la Compagnie des Alpes se retire. Elle a amené beaucoup de savoir-faire et elle a amélioré la qualité du management. Et oui, même en Valais, la roue tourne. Ils sont 8 jeunes stylistes romans, tous débutants. Demain, pour la première fois, ils verront leurs vêtements portés par un vrai mannequin dans un vrai défilé de mode, un défilé qui se déroule au Palais de Beaulieu à Lausanne. Au terme de ce défilé, un jury désignera le vainqueur. Le vainqueur qui touchera 10 000 francs, une somme importante pour des jeunes créateurs qui veulent se lancer dans le monde de la mode. Parmi eux, Toutsia, étudiante en stylisme à Genève. Myriam Gazu-Goudal, Michel Arni, Eric Moisy ont suivi la préparation de Toutsia pour ce défilé. C'est dans sa chambre d'étudiante à Lausanne que Toutsia Chad prépare les 5 modèles qu'elle présentera dans 18 jours. Elle concourt en tant que jeune styliste. Après avoir croqué ses projets, il faut les réaliser, une étape qu'elle découvre. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup dessiné, etc. J'ai beaucoup créé, mais pas vraiment fini un projet. Là, c'est vraiment du vrai travail. Un travail qui s'effectue dans un premier temps avec de la guinée, une toile bon marché afin de préparer un patron sans trop de frais. Le tissu définitif, c'est pour plus tard. Il faut dire que tous les coûts liés à la création des modèles sont à la charge des stylistes. Pour Toutsia, l'investissement se monte en tout cas à 1 500 francs. Au début, quand on commence, les sponsors, c'est surtout la famille. Regardez toujours bien l'objectif. Essayez, dans la position que je vous mets, d'être le plus naturel possible. En attendant d'être une créatrice reconnue, Toutsia n'a pas une minute de répit. Entre coupe et moulage, achat des tissus et couture, ce soir-là, elle a encore une séance de photos. Les organisateurs du concours ont besoin de ces portraits qui seront projetés le soir du défilé. Toutsia est très à l'aise. L'objectif, elle connaît. Parfois, elle pose pour des publicités, une manière pour elle d'arrondir son budget. Vraiment pas mal pour gagner un peu d'argent de poche et vivre notre vie d'étudiant. L'école, les modèles, etc., le matériel, ça coûte cher quand même. En dehors du concours pour jeunes créateurs, Toutsia fréquente encore les bancs de l'école. Elle est étudiante de première année à la Haute École d'Art Appliqué de Genève en section stylisme, mode et accessoires. Un de ses cours préférés, les séances d'académie. L'inventaire de tous les éléments de la situation, ils sont bien en place. Hein. Avec ça, on peut travailler. Apprendre à dessiner des corps nus pour mieux les habiller, moment de réflexion pour imaginer des lignes de vêtements. Parce que le chiffre de ton modèle, c'est ça. Hein, Pour ces modèles, Toutsia s'est inspirée du pop art. La société de consommation est au cœur de son travail. Sur ces croquis, on distingue des collages et des logos qui doivent figurer sur les tissus.
Tootsia avait imaginé avoir recours à la sérigraphie. Tous les 5 modèles, je me suis renseignée, ça aurait fait 2000 à 3000 francs. Donc c'est quand même un peu onéreux. Trop cher pour cette fois. Il a fallu trouver une solution moins coûteuse pour ces prototypes. Ce sera le système du transfert, à moins qu'elle ne peine directement sur le tissu. Elle en parle à la coach du concours. Qui va être, disons, avoir une personnalité assez forte et assez culottée pour porter ce modèle. En fait, c'est ça. Ouais. Bon, celle-ci, sûrement pas. À 11 jours du défilé, encore 1000 choses à régler. Les créations sont loin d'être terminées. Il faut pourtant déjà choisir quel mannequin portera quelle tenue, avec quel type de chaussures, avec ou sans bas, des détails qui ont leur importance, passés en revue au cours de cette séance de travail. Qu'est-ce qu'elle se met dessous? Parce qu'elles ne vont jamais défiler comme ça, je te dis tout de suite. Mais je ne vais pas leur faire mettre un pantalon. Non, mais il faut que tu prévoies quelque chose dessous. Mais ici, elles mettent un string, quelque chose. Entre un croquis et sa réalisation, il y a facilement un fossé. Le but d'un tel concours est justement d'offrir aux stylistes qui débutent la possibilité de se frotter aux réalités du terrain. Mais cela ne se fait pas sans stress. Tootsia n'a dormi qu'1 heure la nuit dernière. J'ai quand même besoin de conseils, etc. Mais c'est vrai que ça peut stresser parce qu'on n'est pas toujours en accord, etc. avec la conseillère. Mais évidemment, c'est indispensable. Les imprimés sortent bien et le temps des essayages est venu. Appréciation du tombé. À 5 petits jours du défilé, il reste encore beaucoup à faire avant de vivre l'émotion d'une première présentation et la joie de montrer son travail. Bon, ça va pas tellement retenir. Ce concours est une étape importante pour Tootsia, qui rêve un jour de créer sa propre marque. Alors, est-ce que vous seriez prêt à payer une taxe supplémentaire pour protéger l'environnement? Vous pouvez continuer à voter, vote oui ou vote non. Vous envoyez votre SMS au numéro 939. Gagner une voiture, un voyage, une paire de skis, c'est ce que promettent des dizaines de concours plus ou moins sérieux. Certains joueurs passent même des heures à remplir des bulletins d'inscription et à trouver les solutions de questions certaines fois très farfelues. Mais aujourd'hui, ils peuvent être aidés par Winnetou. Winnetou, c'est une entreprise qui s'est lancée sur ce marché des concours. Cécile During et Nicolas Deferrard ont pris la route de Vevey. C'est la plus grosse chose. J'ai eu un énorme carton et puis dedans il y avait donc le grill et ceci. C'est un plaid, enfin, c'est une couverture donc avec sacoche en cuir qui fait partie du set de pique-nique, quoi. Mais c'est une bonne surprise parce que j'aurais pu gagner, je sais pas, une paire de gants en caoutchouc ou... Mais non, j'ai gagné un grill. Ce grill, Diana Fontana l'a gagné grâce à Winnetou, une start-up installée à Vevey. Créée il y a 8 mois, cette petite société propose un service inédit, inscrire ses clients à des jeux concours sur Internet. Mon frère adorait participer au concours et s'est rendu compte que c'était relativement fastidieux de remplir un nombre incroyable de concours. D'où le constat, on s'est dit, on pourrait créer un software qui permettrait d'améliorer en fait la participation à des concours. L'idée est simple. Pour 60 francs par année, le client est inscrit à 1200 concours ou à 2400 s'il débourse 99 francs. Après, c'est la chance qui fait le reste. Il n'y a aucune garantie de gagner par exemple un voyage de rêve. Le travail de Winnetou, c'est de débusquer les meilleurs concours sur le net et surtout de trouver les réponses aux questions. Ah, les réponses, on se creuse un peu la tête, on fait des brainstorming et puis si jamais on trouve vraiment pas, on cherche un peu sur Internet. Impeccable. Une Smart. Combien ça coûte une Smart? Écoute, ça doit valoir à peu près 15 000 francs. Et voilà, j'ai encore gagné 2 CD. En 8 mois, Diana a déjà gagné à 3 reprises. Même si elle n'a jamais pu choisir ses gains, elle estime avoir largement remboursé son investissement de départ. À partir du moment où j'investis 60 francs juste une fois et que ça fait depuis le mois d'avril, là j'ai déjà gagné pour à peu près 1200 francs, donc c'est plus que rentable. Winnetou? Bonjour monsieur. Pour lancer ce site, l'équipe de Winnetou a investi plus de 2000 heures de travail et vécu grâce aux économies de chacun. Aujourd'hui, la société compte 1500 clients, mais c'est encore trop peu pour que l'affaire soit rentable. Pour tourner en Suisse, c'est-à-dire l'objectif final, c'est 5000 ou 6000 clients à peu près. Et maintenant, la progression en fait, actuelle, chaque mois, on accueille au minimum 200 clients en fait. 200 nouveaux clients? 200 nouveaux clients.
Et pour attirer les clients, Winnetou répertorie beaucoup de concours où il y a une voiture à gagner. C'est, paraît-il, ce qui fait le plus rêver les gens. Alors, pour la voiture, j'ai encore gagné 3 choses. Alors, le gant, très pratique pour l'hiver, le grattoir, et ce qu'on croirait très pratique, un dégivrant. La seule chose, c'est qu'il coule. Alors, il est temps de passer au résultat final de notre mini-sondage. Seriez-vous prêt à payer une taxe supplémentaire pour protéger l'environnement? Le résultat est très serré, 51% de non, et un résultat record de SMS, puisque nous avons reçu plus de 2600 SMS. Philippe Roch, un commentaire? Vous êtes content? Ce peuple suisse est remarquable. Surtout que vous avez posé la question de manière difficile. Une taxe, c'est un impôt pour les gens. Or, les taxes écologiques, ce n'est pas vraiment ça. C'est une taxe qu'on paye et qu'on ristourne ensuite à la population. Vous l'avez dit tout à l'heure à travers des assurances maladie. Aujourd'hui, on touche 1 franc par mois, c'est tout petit parce qu'on est au tout début de ces taxes. Et je trouve que la moitié de la population, spontanément, soit prête à payer des taxes pour que l'environnement aille mieux. Ça, c'est très encourageant. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une prise de conscience profonde de la population sur notre planète qui est en train de se polluer et d'avoir de gros problèmes? Moi, j'en suis convaincu. On entend beaucoup dire aujourd'hui que les gens ne s'occupent plus de l'environnement. Je ne crois pas. Je crois que fondamentalement, chacune et chacun est très préoccupé par l'avenir de cette planète. Et ça, c'est une manière de l'exprimer qui me réjouit beaucoup. Philippe Roch, merci. Merci à vous. Voilà, cette édition de Classe Éco est terminée. La semaine prochaine, nous suivrons une voiture d'occasion de Genève au Bénin. Le Bénin, où ce véhicule devient un taxi-brousse, un commerce très lucratif. Nous irons aussi à la voirie. Chaque automne, des milliers de tonnes de feuilles sont ramassées en Suisse romande et la facture est salée. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale du sida, notre invitée sera Jeanne Gapia. Elle est fondatrice d'un centre anti-sida au Burundi. Nous parlerons avec elle de l'accès aux médicaments des 30 millions d'Africains touchés aujourd'hui par le sida. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À lundi prochain, bonsoir.